Nos excuses les plus sincères pour ce retard d'environ 5 minutes que nous accusons à démarrer cette émission. Vous voudrez vraiment nous en excuser. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2019 et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est aujourd'hui que démarre l'opération de révision des listes électorales, aujourd'hui, demain et dimanche. Nous allons y revenir comme sur beaucoup de sujets qui ont émaillé cette semaine, notamment ce que le gouvernement a présenté comme insurrection armée que nous avons vécu dans ce pays le samedi dernier et qui continue à faire couler beaucoup de salive et d'encre et bien d'autres choses également comme le secteur des télécommunications qui est passé désormais dans les mains des privés qui ont déjà d'ailleurs nommé leur nouveau directeur général et beaucoup de sujets de proximité. À la technique, Don Piero Gado Suleiman et également Géraud Dakoucha. Vous aurez l'émission aussi bien en son qu'en image. Et pour cela, le plateau est bien constitué avec la grande dame ODD, Tchatoube Roland Aziaka de Éco-Conscience TV. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Jean Le Grand Polorini du journal Canal D. Bonjour. Bonjour Sas et bonjour à toutes et à tous. Un aîné qui nous rend visite ce matin, Jacques Jacouti, qui n'est plus à présenter. Bonjour Jacques. Bonjour Sas, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Et également un ami du club de la presse. Nous le recevions avec ses casquettes, mais aujourd'hui, c'est l'ancien député du CAR dans la législature 2013-2020 qui est devenu depuis conseiller municipal dans la commune Golfe 5, Kofi Jean-Joël Kissi, bonjour. Bonjour ça, c'est bonjour aux chères auditrices et auditeurs de Canal FM à qui je n'ai pas parlé il y a belle lurette. Merci. Je dois rappeler que vous avez fait publier une grande tribune libre dans des journaux. C'est pour cela que j'ai souhaité que vous soyez à nos côtés pour mieux vous comprendre. Mais je voudrais qu'on démarre cette émission par une anecdote. Jacques Jacouti, rebonjour. Bonjour, Sas. Ce matin, la CET qui fait des entretiens dans le secteur a coupé le courant dans le secteur ici pour ces travaux d'entretien. Et quand je suis arrivé, bien sûr, nous avons démarré notre groupe qui fait tourner les émetteurs, mais le groupe n'est pas assez puissant pour climatiser le studio. Je me suis dit, si Jacques Jacouti doit venir ici avec ancien député, conseiller municipal, surtout la grande dame ODD, et qu'on soit dans la chaleur, c'est pas bon. Alors, je suis retourné à Hauteuil. Et j'ai invoqué les ancêtres de Hauteuil. J'ai continué à Dangbe. J'ai évoqué également les esprits. J'ai évoqué également les esprits de la CET. Et puis je me suis tourné vers le Tout-Puissant. J'ai prié que la lumière soit et la lumière est. Jacques. Bon, heureusement que ton technicien peut témoigner. Quand je suis rentré dans ce studio, qu'est-ce qu'il a dit? Il est là, il peut te témoigner. Je lui ai dit non, d'attendre quelques secondes, la lumière va venir. Parce que j'ai appelé un nom tout-puissant et ils vont rétablir l'électricité. À la seconde près, ils ont rétabli l'électricité. Merci. Et bien, ce qu'on retient, c'est que on a invoqué un esprit, Dieu le Tout-Puissant et la lumière est. Merci aux amis de la CET. J'avoue que j'ai appelé 2 personnes. Je les ai un peu mis sous pression. Je ne dis pas que c'est moi qui ai fait faire, mais la lumière est. Madame et monsieur de la CET, merci pour la lumière que vous nous avez donnée. Et ainsi, nous pouvons travailler dans ce studio qui est bien frais. La pensée du jour, c'est pas de la révolution, mais nous tous, surtout notre promotion, notre génération, nous connaissons beaucoup un certain Ernesto Che Guevara, le révolutionnaire pathétique qu'on a connu en Amérique du Sud. Eh bien, il a écrit que la révolution, c'est comme du pédalage à vélo. Quand on s'arrête, on tombe. Jacques Jacouti, Ernesto Che Guevara vous dit que la révolution, c'est comme du pédalage à vélo. Si jamais tu t'arrêtes, là tu tombes. Ça, il a raison, mais ce qui est important dans la vie,
quand on tombe, il faut toujours se relever. Merci beaucoup. Ouais. Voilà la philosophie Peul du Nord Togo qui complète la sagesse de Ernesto Che Guevara. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Vous savez que la semaine a été riche en événements. Je compte sur vous pour vos commentaires succincts pour qu'on puisse tout aborder. Commençons par la grande dame ODD. Rebonjour Diatoubé. Bonjour Sas. Je rappelle que vous êtes la directrice de la télévision numérique Éco-Conscience TV. Oui. Votre priorité, c'est vraiment l'environnement. Et l'environnement, il y a beaucoup de sujets que je trouve dans les journaux aujourd'hui. Commençons par l'alternative qui nous rappelle à la page 7 que les activités des centres d'incinération de Kakaveli et de Baguida ont été officiellement lancées depuis le vendredi 15 novembre dernier. Ainsi, on peut incinérer les déchets biomédicaux et ne pas créer des problèmes à notre environnement et à nous-mêmes. Et cela s'inscrit dans la gestion durable des déchets biomédicaux. Autre information portant sur notre environnement et nous, c'est le confrère L'Union pour la Patrie qui écrit à la page 3 résilience des populations, préservation des sols, renforcement des capacités. Le programme PALCC à mi-chemin. Il s'agit de définir les interventions futures contre le dérèglement climatique. Et le programme PALCC a été lancé depuis le 31 mars 2017. Donc c'est le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. Autre information portant sur l'environnement, c'est le confrère Togo Réveil qui écrit Fonds vert pour le climat. Le Togo qui accentue ses efforts d'éligibilité à travers des projets résilients. Donc, il s'agit d'un atelier de lancement du projet de consolidation des acquis de préparation pour améliorer l'accès au financement climatique qui a réuni les acteurs le vendredi 22 novembre dernier. Le Togo qui veut avoir accès au fonds vert, ce fonds vert-là qui est d'un certain montant. Il s'agit d'un projet qui va s'étaler sur une période de 18 mois et qui va bénéficier d'un financement du fonds vert pour le climat et le centre de suivi écologique et le Green Climate Fund qui mettent à disposition ce fonds pour le climat. Yes, Green Climate Fund. Ce sont des belles initiatives. Je crois que ces derniers jours, le Togo est au centre des initiatives écologiques et environnementales. C'est pas que ces informations. Et la semaine prochaine, du 2 au 7 décembre prochain, notre capitale va accueillir 300 personnes ici dans le cadre de la 55e session ordinaire du Comité international des droits tropicaux, de l'OIBT. Déjà, c'est déjà un pas. On a eu la chance, Éco-Conscience a eu la chance d'avoir un entretien avec le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, professeur David Olatokun, et qui est actuellement disponible. Ce matin, avant de venir, je viens tout juste d'un atelier préparatoire qui met les femmes au centre de ces discussions qui auront lieu bientôt à Lomé. Les femmes, le réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts qui sont là, et la présidente est une Camerounaise actuellement, elle est au pays, et elles vont lancer des processus lors de cette consultation ici à Lomé. La femme et les questions environnementales sera aussi au centre des discussions. Donc autant de questions qui montrent à quel point les questions environnementales deviennent une problématique qui occupe des places dans nos pays. Merci. Le changement climatique, le dérèglement climatique, qui est une réalité, mais que nous vivons particulièrement dans la préfecture de Vaud. Je rappelle que c'est une zone à forte densité de population, et à cela s'ajoutent les chantiers d'exploitation des phosphates qui nous privent d'une partie de la terre, si bien que nous sommes nombreux à nous retrouver en exigu sur ce qui nous reste. Jean Kissi, vous qui êtes de Vaud, qui vivez avec Diatoubé, moi-même et tous nos compatriotes, ce problème d'avancée du climat, de
de dérèglement climatique, vous n'êtes pas indifférent à toutes ces initiatives qui se prennent ici et là. Merci, Sas. Merci. Non seulement de vous, mais je voulais lancer aussi un appel à notre sœur Diatoubé pour une étude. Je déplore d'abord que le thème principal, qui est le thème de notre génération, ne soit pas soutenu comme il le faut. Sinon, je ne vois pas pourquoi Conscience TV n'est pas soutenu pour devenir aujourd'hui une grande télé, parce que c'est notre santé qu'elle traite, qu'elle ne soit pas devenue. Mais le sujet que je voulais aborder, c'est de savoir qu'ils essaient de faire une étude pour savoir entre un centre d'enfouissement et un centre d'incinération à notre ère actuelle, quand vous parlez du climat, quel est le meilleur? Et pourquoi un centre d'incinération en plein cœur de Lomé, tout proche de Lomé, où il y a le plus de circulation et d'emmagasinage de CO2 dans l'air? Est-ce qu'ils ont envisagé au centre d'incinération une structure de captation du CO2 pour le traiter? Sinon, ils auraient pu ramener le centre d'incinération à l'intérieur. Moi, je parle de centre d'enfouissement. Pourquoi? Parce que l'incinération dégage beaucoup de CO2. Il faut le savoir. Mais l'enfouissement a un caractère peut-être un peu plus cher, mais salvateur, de sorte que quand vous séparez les déchets, le déchet qu'on appelle déchet manuel que nous avons, c'est-à-dire que, à part le plastique et le papier, le reste du déchet peut servir à nous qui venons des régions minières d'aller les déverser. Lorsqu'on creuse, on enlève les mines, on enlève la première couche et on prend les mines. L'espace qui est resté là peut être remblayé par nos déchets. Et ces déchets-là, après, quand on met le premier sable, la première couche qu'on enlève, quand on le met dessus, et que vous plantez des arbres à chlorophylle dessus, vous ne pouvez pas imaginer en combien d'années cela peut grandir, et peu ces arbres à chlorophylle captent en même temps le CO2. Je ne sais pas pourquoi le pouvoir n'évolue pas vers là. Merci, c'est une piste que les techniciens vont explorer. Sauf que, comme nous parlons de déchets biomédicaux, on peut craindre également... biomédicaux seulement. Biomédicaux. On peut craindre éventuellement une infiltration des substances biochimiques dans le sol. De toute façon, nous en parlons avec bonne foi, mais nous sommes des profanes. Les techniciens qui nous suivent doivent capter l'essentiel pourquoi pas le travailler. Sans transition, nous embrayons sur la diaspora, le Togo qui est véritablement au bon soin de la diaspora. Suivez plutôt ce que partagent avec nous les confrères, notamment le Canard Indépendant qui écrit que le Togo célèbre la réussite de sa diaspora. Le forum Réussite Diaspora qui s'est ouvert hier jeudi à Lomé. Cette rencontre couplée cette année avec l'installation des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. C'est ce vendredi que ce conseil sera solennellement installé. Et Jean Le Grand Polorini, votre journal Canal D, vous écrivez que l'interlocuteur valable de la diaspora mis sur pied, le HCTE, désormais opérationnel. Bien entendu, ça, c'est depuis hier que le forum diaspora a débuté, s'achève aujourd'hui avec la mise sur pied du HCTE, c'est-à-dire l'installation officielle des délégués. Le processus a démarré depuis 2014. C'est vrai qu'il n'a pas eu l'assentiment de toutes les parties prenantes, surtout de la diaspora à l'extérieur, mais beaucoup sont déjà mis dans la danse et Kaha, le processus a abouti aujourd'hui. Nous sommes à l'installation officielle. C'est pour dire que les autorités ont pesé de leur poids, malgré tout, pour que le processus puisse aboutir. C'est également un coup de chapeau et un coup de maître au professeur Robert Dussier, qui, malgré les critiques, a essayé de prendre en compte ce que chacun a essayé de relever. Beaucoup de choses ont été prises en compte et aujourd'hui on est presque à l'aboutissement et il faut que ce HCTE puisse vraiment prendre en considération les préoccupations de la diaspora. Déjà un point a été pris en compte, c'est-à-dire le vote de la diaspora. Nous devons nous féliciter de que cela soit déjà une réalité. Et il faut également prendre en compte le reste des choses pour que vraiment ce ne soit pas un machin de plus, comme certains le disent, que ce ne soit pas seulement, que ce ne soit pas un organe politique, comme certains le prétendaient, mais que ce soit véritablement un organe au bénéfice de la diaspora et que cela puisse vraiment servir d'interlocuteur valable avec le gouvernement togolais. Merci, c'est que il faut avouer que depuis que cela a été lancé, les critiques ne cessent de pleuvoir. D'aucuns craignent que le HCTE ne soit un organe par lequel le gouvernement chercherait
a embrigadé, disons, la diaspora. Certains compatriotes de la diaspora n'ont même pas jugé utile de s'inscrire dans le processus. Mais comme Flambeau des démocrates l'écrit, Robert Doucet, jusqu'au bout, le conseil, le HCTE a été élu. Il sera solennellement installé aujourd'hui. Comme Jean Legrand le disait, Flambeau des démocrates tire aussi chapeau à Robert Doucet qui va jusqu'au bout. L'éveil de la nation aussi écrit Forum HCTE Réussite Diaspora, outiller les participants pour plus d'implication pour un Togo émergent. Actu Express lui nous dit que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a déjà son président qui s'appelle Kodjovi Aticho, qui est togolais résident en Côte d'Ivoire. Et on termine avec Togo Réveil qui nous parle lui aussi du forum de la diaspora togolaise qui prend fin aujourd'hui avec l'installation du bureau du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et Togo Réveil nous publie l'intégralité des membres du premier bureau de ce HTCE. Jacques Jakouti, voilà un processus qui entre en fonction aujourd'hui. Non, je crois que c'est une très bonne chose. Le reste maintenant, c'est de voir comment ceux qui sont un peu réticents puissent rentrer dans ce conseil. Parce que quand vous prenez un peu cette diaspora, et surtout la diaspora qui se trouve en Allemagne, aux États-Unis, certains pensent qu'ils sont un peu lésés par rapport à ce processus. Je crois que déjà il y a un creuset. Il reste maintenant ce que ce bureau qui sera mis sur pied aujourd'hui puisse œuvrer pour que ces compatriotes-là qui sont à l'étranger puissent se retrouver dans ce haut conseil-là. Parce que, vous savez, il est indispensable toujours d'être ensemble. Lorsque, par exemple, vous êtes à l'étranger, pour ceux qui ont étudié un peu à l'étranger, pourront vous expliquer le fait d'être ensemble, parce qu'il y a des difficultés qui surgissent souvent. Et si vous êtes ensemble, cela pourra vous aider également à résoudre beaucoup de problèmes. Mais l'aspect ici de ce haut conseil, c'est que la plupart de ces compatriotes qui ont quitté le pays, certains, c'est des raisons peut-être politiques qui ont fait qu'ils ont quitté le pays, et ces compatriotes hésitent à pouvoir rentrer dans ce conseil parce que quand vous écoutez certains parler, c'est comme si c'est un conseil qui a été créé pour filtrer les gens. Donc, je crois qu'il faut que le ministère des Affaires étrangères, M. Robert Doucet, puisse encore expliquer à ses compatriotes et leur dire le bien fondé effectivement de ce conseil-là. Parce que il ne suffit pas de créer ce conseil et que certains ne s'y retrouvent pas. Ça n'a pas du tout de sens. Parce que vous avez vu même, par rapport au recensement, quand vous parcourez un peu les réseaux sociaux ce matin, c'est comme si au niveau de ce conseil, surtout nos compatriotes qui sont à l'étranger, certains critiquent déjà cette révision plutôt, parce que les gens se disent que certains ont cette capacité, ou certains ont également cette disponibilité d'aller se faire effectivement recenser au niveau des ambassades, mais d'autres aussi n'ont pas cette capacité. Donc je crois que il y a également une pédagogie que le ministre Robert Doucet doit engager avec les autres compatriotes qui sont dans certains pays. À propos de pédagogie, je vous rappelle que Robert Doucet est d'abord enseignant. Il saura allier la pédagogie à la politique pour rassurer davantage de ses compatriotes. Diaspora, Jean Kissi, vous en fûtes vous-même par les vicissitudes de la vie politique. Vous êtes retrouvé, je ne sais pas si c'était volonté ou bien raison d'exil, mais vous êtes retrouvé à l'extérieur, notamment dans certains pays d'Europe. Dieu merci, avec l'accord politique global de 2006, vous êtes revenu ici au Bourkaï, où vous avez repris vos activités politiques que vous avez dans votre sang. Alors, ancien de la diaspora, et comment réagissez-vous vis-à-vis du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur aujourd'hui? Merci, ça. Quand vous débattez du sujet, je me disais, vous parlez là des miens, c'est-à-dire que quand je veux parler de la diaspora... Des nôtres. Ceux de la diaspora sont à nous aussi. Oui. Et quand je veux parler de la diaspora, je dis au nom des miens, en fait, parce que... Ça me rappelle le roman de Jean Grey. Au nom de tous les miens. Non. Parce que je ne considère même pas que je suis déjà détaché d'eux, parce que j'ai dirigé avec Ouro Dikba et Zeb Kouete la plupart des organisations de la diaspora avant que je ne revienne au Togo.
Alors, souffrez que moi je dise que ce qui se passe là, c'est de la poudre aux yeux. Franchement. Nous parlons bien du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui sera solennellement installé aujourd'hui. C'est totalement une structure politisée de la poudre aux yeux. Je suis pour connaître le domaine. Pendant que nous travaillions au niveau de la diaspora, nous avons voulu que ensemble, les Togolais et les pouvoirs en place et tout le monde soit associé à tout ce qui arrive à la diaspora. Mais jamais ils n'ont voulu ouvrir les mains parce qu'ils considéraient que tout ce qui était là, c'était en fait des opposants. Aujourd'hui, ils ont mis en place un haut conseil. Vous savez, toutes les statistiques disent aujourd'hui qu'il y a près de 1,5 million Togolais à l'extérieur. C'est la moyenne que eux-mêmes ils disent. Dans les tests qu'ils ont publiés, les statistiques qu'ils ont faites, c'est ça. Demandez ce HCTE, combien de personnes ont participé. Cherchez tout simplement. Demandez si même 10% ont participé à l'élection de ce HCTE. Comment vous pouvez parler des gens sans eux? C'est comme les Européens, quelquefois on les critiquait, ils venaient faire des projets dans nos milieux sans associer les gens qui sont du milieu. Comment est-ce que ça peut marcher? Nous sommes revenus. Moi, je fais partie avec un certain nombre d'amis. Jean à Doleroumé et un autre ami, comment on appelle, j'ai oublié son nom. Nous avions travaillé pendant longtemps sur un projet d'intégration de la diaspora dans l'économie togolaise. L'idée en ce moment-là, c'était que la diaspora regorge des médecins. Je vous dis, si vous allez en Île-de-France, c'est la région qui entoure Paris, le nombre de médecins qu'il y a là-bas dépasse le nombre de médecins exerçant au Togo. Les informaticiens, n'en parlons pas. Mais il y en a de toutes les acabits qui peuvent développer ce pays. Nous avons ensemble contribué à la création d'un programme qui permette à ces gens-là de revenir 6 mois, 1 an, 2 ans, apporter leur contribution dans des domaines techniques que nous n'avons pas au Togo, à l'émergence du Togo, comme cela se fait au Rwanda. Mais ce projet-là a été bloqué parce que les gens considéraient au niveau du pouvoir que ceux qui doivent venir de la diaspora gagnaient un peu plus qu'eux. Des gens assez hauts et élevés sont même allés jusqu'à dire, mais si c'est comme ça, nous aussi on va repartir et on revient et on gagne ce genre de choses. Et je vous dis, ça, moi je peux vous dire en off. Je peux vous mettre devant des gens, Bekobu, voilà, c'est Bekobu qui a piloté le projet. Je peux vous mettre devant des gens qui peuvent vous dire comment ce projet a été fignolé et traité. Depuis combien? Je crois que c'est 2009 que nous avions commencé à travailler sur le projet. Si on avait pris ce projet à bras le corps, 2009, 2010, 2011, et on le lançait, mais les domaines dans lesquels le Togo n'aurait pas besoin d'aller chercher des ingénieurs, des techniciens européens, même le centre d'incinération, et que nous aurons fait des choses nous-mêmes, vous ne pouvez pas l'imaginer. Et aujourd'hui, on nous sort ce truc politique. Moi, je sais pas. Bon, Jacques, vous avez écouté Jean qui dit que le Haut Conseil, c'est un truc, pour ne pas dire un machin politique. Mais je me rappelle à l'époque, par 2 ou 3 fois, nous avons reçu les cadres du ministère des Affaires étrangères dans ce studio au Club de la Presse. Ils avaient expliqué abondamment, dans leur discours, ils rassuraient la diaspora que le HCTE n'avait rien d'embrigadement politique, n'avait rien d'orientation politique, mais les critiques commencent à continuer à pleuvoir et voici un ancien de la diaspora qui va dans le même sens. Non, je crois que M. Kissi, il est bien placé pour aider ce Haut Conseil, parce que déjà, quand il parlait des relations, les amis qu'il a aujourd'hui, il est vrai qu'il y a eu des problèmes au niveau de la création de ce Haut Conseil, mais souffrons également que si vous voulez, par exemple, construire votre maison, il faut toujours une fondation. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin, commencer par poser des briques, si vous n'avez pas de fondation. Je crois que, considérons que ce Haut Conseil, c'est une fondation. Et en tant que Togolais, compatriotes que nous sommes, et si nous voulons, comme il a cité tout à l'heure, des têtes qui sont par exemple à l'étranger. Il a parlé de l'Île-de-France, c'est vrai. Il y a des médecins, il y a également un chimiste qui est à ce niveau que je connais très bien également. Je crois que si nous avons par exemple ces relations et nous voulons que ces têtes-là puissent également contribuer à développer notre pays, c'est à nous de faire par exemple le pas. Et ce serait très bon que Monsieur Kissi qui est ici, c'est vrai que il peut dire que c'est peut-être les autres qui vont faire le pas vers lui, mais il peut le faire parce que il est un ancien élu du peuple et il sait ce que le peuple. Il est toujours élu du peuple.
Bon, justement, député, voilà. Donc, je crois que peut-être dans sa commune ou bien dans sa mairie, il peut nouer des relations avec cette diaspora dont il a l'adresse pour aider effectivement à avancer, par exemple, sa commune. Merci pour clore ça, Jean Legrand pour l'ORNI. Jacques a dit des trucs intéressants. C'est vrai, le HTCE n'est pas parfait, il n'est même pas exempt de critiques, mais Jacques a lâché un mot. On peut considérer ça comme une fondation que nous autres, nous tous, nous pouvons améliorer, et prions que le ministre Robert Doucet permette que des améliorations soient apportées au HTTE. Bien entendu, ça, je vais abonder dans le même sens que l'aîné. Si pendant longtemps le pouvoir de Lomé a été réfractaire à ce que la diaspora puisse vraiment apporter son plus, aujourd'hui qu'il y a déjà des signes qu'on veut fédérer les énergies, je crois que c'est une initiative à encourager, parce qu'on commence toujours pas quelque part, comme le doyen l'a dit. Il y a une fondation qui est posée actuellement, et s'il y a eu toujours des résistances, c'est parce que les gens ont en mémoire tout ce qui a été fait de par le passé. Donc il y a toujours des préjugés dans les mentalités des gens. On se dit non, vu que de par le passé c'était comme si, c'est sûr que ce qui se met en place c'est toujours pour perpétrer, continuer les mêmes actions, mais il faut quand même reconnaître qu'à des moments les hommes changent, et acceptons de faire confiance à ce qui a déjà commencé, parce que quand le HRUN a commencé, c'était le même critique au début, mais vers la fin tout le monde s'est rendu à l'évidence que c'était une bonne chose. En somme, accordons le bénéfice du doute au HTCE, et il y a deux choses. D'abord, il faut que le ministre Robert Doucet et le gouvernement soient ouverts pour que des améliorations soient apportées au HCTE, et puis il faut que nous aussi nous prêtions au jeu et que nous apportions nos contributions. Oui, Roland? ça sur ce point, vous avez bien comment dire, résumé. Il faut qu'au niveau du pouvoir ou bien du gouvernement, qu'on ouvre la porte. Et il faut que de l'autre côté, parce que le Togo... Si le gouvernement ouvre la porte, il faut que les gens soient disposés disposés, c'est ce que je veux dire, soient disposés à entrer. Parce que ici, nous parlons du développement de notre pays, et nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte. Et pour préparer une bonne pâte, accompagnée d'une bonne sauce, pour que tout le monde mange, se rassasie. Eh bien, si ça doit être la sauce, donc à demain avec Fétri, et ça va bien glisser. Voilà. Eh bien, je l'ai dit en début d'émission, depuis quelques heures, si la CENI tient sa parole, et si les techniciens et les membres des bureaux, des comités lycée cartes sont en place, l'opération de révision des listes électorales doit avoir commencé, je crois, depuis 7h ou 8h. 8h. Depuis 8 heures. Ouais. Donc, en principe, l'opération doit être lancée depuis 8 heures. Et comme de coutume, le président de la CENI, le sieur Tchambakou Ayassor, il a adressé un message hier, message sur lequel reviennent des journaux, dont Togo Réveil, qui écrit à la page 2, présidentielle 2020, démarrage aujourd'hui des opérations d'actualisation du fichier électoral. Le président de la CENI qui annonce une révision des listes électorales au Togo et un recensement pour les Togolais de l'extérieur. Autre journal qui revient, c'est le Canard Indépendant qui écrit lui aussi début de la révision des listes électorales. Tchambakou Ayassor qui invite les électeurs à s'assurer de leur présence effective sur les listes électorales. Flambeau des démocrates, lui aussi écrit à la page 3 que la présidentielle 2020 est déjà en bonne place. Cette présidentielle qui a fait l'objet d'ailleurs d'un point dans le dialogue politique entre le Togo et l'Union européenne cette semaine. Actu Express en parle lui aussi du démarrage de la révision des listes électorales. Alors, vous, gens ici, politiques, ou bien vous, confrères journalistes, est-ce que quelqu'un s'est assuré dans un bureau aujourd'hui si les opérations ont effectivement commencé? Jean Kissi? Ce matin, j'ai pas encore eu le temps d'aller. Je suis passé devant 2 bureaux de vote. Il n'y avait pas encore d'affluence, mais l'élément que je voulais évoquer, c'est hier, au milieu de la nuit. C'est ton frère Gavi de Haotoué
qui m'a appelé au milieu de la nuit pour me dire, mais vous nous dites de commencer demain, mais nous on est ici à Hauteuil jusqu'à présent, on n'a même pas de kit. Et j'ai fait les efforts hier nuit là pour savoir qui je peux toucher pour avoir des kits. Hier là, au milieu de la nuit, pour avoir des kits, mais j'ai pas eu de succès. Du coup, dans ces milieux-là, je ne sais pas si ce matin à 8h, il y avait des kits là-bas pour commencer les opérations. Alors que c'est 3 jours, des parents m'ont aussi appelé de Hauteuil qui s'inquiétaient, qui n'avaient pas encore les kits. C'est pas seulement à Hauteuil, nous avons encore des informations que dans la préfecture de la Baie, les gens sont dans les centres de recensement, mais ils n'ont pas, les techniciens ne sont pas là avec les machines. Également dans la préfecture du Haro, et même ici au quartier Bekota vers Adakpame, des gens m'ont appelé ce matin pour s'inquiéter. Bien entendu, j'ai répercuté toutes ces inquiétudes-là vers les amis de la CENI. Jacques Jacouti? Oui, je crois que quand vous parcourez un peu les réseaux ce matin et puis vous interrogez un peu les directeurs des écoles, les écoles qui ont été réquisitionnées pour cette révision, les directeurs là vous diront qu'il n'y a pas assez d'affluence par rapport. Non, il y a affluence de côté. Oui. Essayez d'abord les techniciens. Justement, et les machines. c'est ce que vous l'avez dit. Les machines n'étaient pas encore arrivées au moment où moi je me renseignais. Parce que je ne sais pas si au niveau de la CENI, ils ont pu à 11h33 là acheminer finalement ces machines-là pour cette révision. Mais il faut reconnaître que il y a eu quand même les difficultés à partir de ce matin. Il y a des écoles qui n'ont pas du tout eu les kits pour cette révision-là. L'opération ne va durer que 3 jours, et si on a déjà des ratés sur une journée, ça risquerait d'impacter le bon déroulement. Mais malgré ces difficultés réelles ou en prévision, Jean-Laurent Poulourini, dans votre travail de journaliste de sensibilisation, vous parlez, vous aussi, dans votre journal, du démarrage de la révision des listes électorales, et vous nous rappelez à nous tous que notre inscription sur les listes électorales est un acte civique et citoyen. Évidemment, ça, mais bien avant d'arriver à ce sujet, je vais un peu rebondir sur ce que les confrères viennent de dire. Selon mes recoupements aussi, à l'intérieur du pays, dans beaucoup de villages, même vers Dankben, les choses n'avaient pas encore démarré vers 7h et quelques. Et on a comme l'impression que l'information n'est pas vite parvenue aux OPS et aux formateurs. Beaucoup ne savent pas vraiment à quel niveau ils sont. On vous dit vous êtes dans Dankben, on dit vous êtes dans telle préfecture, mais vous ne savez pas où est la CELI, vous ne savez pas où il faut, comment vous diriger. Ce qui fait que c'est hier tard dans la nuit que beaucoup sont arrivés dans les lieux. Même d'autres c'est ce matin, parce qu'ils ne connaissent pas où est-ce À ce niveau-là, Jean Legrand, je ne suis pas l'avocat de la CENI, mais j'ai écouté un communiqué de la CENI déjà le lundi ou le mardi, où la CENI demandait à tous les opérateurs de saisie d'aller consulter les listes pour s'enquérir de leur lieu d'affectation, les OPS qui devraient être sur les lieux depuis le mercredi. Normalement depuis le mercredi, effectivement. Mais quand on vous dit peut-être vous êtes à Dankben, vous arrivez peut-être dans une zone, mais il y a un village donné, vous ne savez pas comment vous situez. Vous demandez un peu partout où je dois aller, c'est un peu contraignant. Bon, si on peut se prendre un peu plus tôt pour la prochaine fois, parce que moi j'ai eu plusieurs informations comme quoi c'est hier tardivement dans la nuit que beaucoup cherchaient encore dans quel village ils doivent être pour commencer le travail. Là-dessus, une question aux journalistes, c'est pas une façon de vous attaquer, mais j'ai une préoccupation. Pourquoi vous-même, j'ai vu la façon dont vous avez couvert les élections législatives de 2007 et les élections législatives de 2013. Ça veut dire que la grande communication a été faite à travers les médias, surtout les médias privés. Vous avez même eu un contrat avec la CENI. C'est vous qui avez donné les informations qui sont crédibles aux populations, comment faire, etc. Pourquoi maintenant vous ne cherchez plus à mettre la pression pour qu'on vous associe à la communication? On ne communique plus sur les processus électoraux. Vous êtes des journalistes, vous mettez les mains entre les jambes et vous ne réclamez même pas, ou bien ce n'est pas votre devoir d'informer, de porter l'information, de faire en sorte que tout le monde, partout où il est,
puissent avoir l'information de comment les événements vont se passer. Je comprends pas. Jacques, vous voulez répondre à Jean Kissi? Non, je crois que Jean Kissi est mieux placé pour répondre à cette question. Moi, je suis à la CENI. Ah oui, non, mais vous êtes, ça se disait tout à l'heure que vous êtes, il est toujours élu du peuple. Vous êtes un élu du peuple. Donc vous serez mieux placé pour nous parler de ça. Si par exemple la CENI signe des contrats avec les médias, mais les médias passent les communiqués de la CENI. Les membres de la CENI passent de média en média pour faire la sensibilisation. Mais je ne pense pas que c'est les journalistes qui vont descendre sur le terrain pour faire le travail, par exemple, d'un élu local ou bien d'un député ou soit d'un membre de la CENI. Je crois que les médias sont là pour jouer leur rôle, c'est-à-dire passer l'information. Mais le reste, maintenant, c'est à vous, les élus, de faire le travail qui est on va pas faire de ping-pong. Il y a ce que les acteurs politiques doivent faire, il y a ce que les médias doivent faire. Et ce que nous faisons, la preuve, nous répercutons les échos que nous avons sur le terrain sur l'absence ou l'insuffisance des machines et du personnel ici et là. Sûrement que au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous aurons des informations beaucoup plus consistantes que nous servirons au public. Oui, ça, bon, moi, mon journal n'est pas en contrat avec la CENI, mais toutefois, nous avons publié un article concernant la révision des listes électorales pour dire aux citoyens que c'est un acte civique et citoyen, et nous avons dans l'article exposé quelles sont les personnes qui doivent se faire établir une carte, quelles sont les conditions et quelles sont les pièces à fournir, notamment pour se faire établir une carte, qu'on soit au Togo ou qu'on soit à l'extérieur du pays. Je crois que tous nos lecteurs peuvent se procurer le journal afin d'avoir toutes les informations afférentes. Merci. Mais ce que je peux retenir dans l'inquiétude de Jean Kissi, c'est que c'est une évidence que il y a une certaine précipitation dans les travaux de la CENI cette fois-ci. La preuve, la CENI même n'a pas eu suffisamment de temps pour faire passer ces messages spots et ces communiqués. Mais comme nous sommes pressés par le temps, nous sommes obligés d'y aller vers l'élection présidentielle avec cette question en éditorial de Flambeau des démocrates. Quelle vie après 2020? Y aura-t-il une vie après 2020? Et si oui, quelle sera cette vie-là? J'allais continuer par ces critiques qui continuent à sortir sur le processus électoral, notamment le confrère Actu Express qui est revenu sur les dernières manifestations de Front Citoyen Togo Debout. Actu Express qui écrit vers une désobéissance civile, le Front Citoyen Togo Debout qui déclenche l'action et menace. C'est ce que écrit Actu Express. Pour sa part, le Canard Indépendant, lui, écrit généralisation du rejet du processus mené par le pouvoir. Et l'éveil de la nation qui trouve quand Togo Debout plutôt menace de désobéissance civile, quand Togo Debout, un mouvement citoyen, donc je reprends, l'éveil de la nation qui écrit menace de désobéissance civile, quand Togo Debout, un mouvement citoyen veut promouvoir l'incivisme. Jacques Diakouti, un petit commentaire sur ces critiques, pour ne pas dire ces attaques entre guillemets contre le processus électoral que d'aucuns qualifient d'unilatéral de la part de l'État. Vous savez, parlant toujours de ce processus électoral, il faut s'attendre toujours à ces attaques. La preuve est que M. Kissi parlait tout à l'heure de la communication au niveau effectivement des médias, il fallait s'y attendre. Mon confrère disait tout à l'heure que c'est pas tous les médias qui sont associés effectivement à ce processus. Justement, c'est pas tous les médias. Et puis vous savez, je ne sais pas comment la sélection se fait au niveau de la CENI par rapport aux médias, mais souvent on laisse certains médias au détriment des autres, mais on ne peut pas rentrer dans cette polémique comme ça, tu l'as bien si dit. Mais parlant du processus, il faut le reconnaître qu'il y a quand même des problèmes. Et vous savez, à chaque joute électorale, il y a toujours de ce genre de problèmes. Mais ce qui est important, il est que nous, citoyens que nous sommes, population que nous sommes, nous puissions nous surpasser effectivement ces ardeurs et considérer que nous sommes après tout Togolais par rapport à certaines situations. Ne pas verser effectivement dans cette désobéissance civile, mais il est important que nous puissions nous entendre sur certains sujets.
Le gouvernement avait entamé entre-temps un dialogue avec les partis politiques. Il est important que le gouvernement puisse encore reconvoquer ces partis politiques-là pour rentrer effectivement dans cette discussion-là avant ces joutes électorales-là. Parce que, quoi qu'on dise, il ne serait pas du tout bienséant que nous puissions aller, par exemple, à ces élections et que demain, on puisse encore être dans l'incertitude. Qu'est-ce que 2020 qu'on va nous réserver? Qu'est-ce qu'après cette élection présidentielle va nous réserver? Il ne faudra pas que les gens, après cette élection, encore commencent par prendre leur bagage pour rentrer soit au Ghana, au Bénin, ou soit au Burkina. Il est important que nous puissions rester dans notre pays. Parce qu'une joute électorale, c'est toujours la fête. C'est pas la guerre. Une joute électorale, c'est pas les tueries. Une joute électorale, c'est pas l'immigration. Merci de nous rappeler ça. Même la Guinée-Bissau, qui est en crise ouverte depuis 5 ans, même ce pays a connu des élections présidentielles. Premier tour du moins, le week-end dernier, que nombre d'observateurs qualifient de transparent, d'acceptable. Le président sortant arrive seulement en 4e position, et c'est ces challengers qui vont concourir pour le second tour. Jean-Kissi, je disais en introduction que je vous ai invité à propos d'une tribune libre assez abondante que vous avez fait publier aujourd'hui. 2 journaux, j'ai devant moi 2 journaux, Actu Express et Le Changement, qui publie votre tribune intitulée « Quelle solution pour le Togo et quelle dynamique pour l'alternance ?» Je l'évoquais hier au Club de la Presse. Dans cette tribune, vous faites d'abord le diagnostic du Togo qui, selon vous, ne se porte pas très bien à ce jour. Oui. En tout cas, je ne vais pas être long dessus. Parmi les pays de la sous-région, vraiment, le Togo est devenu un pays misérable. Vous-même, vous savez. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui circule dans le pays aujourd'hui, que tout le monde sait. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé partout. Et tous ceux qui viennent ici faire des affaires, ceux qui viennent acheter des pagnes du Congo, etc. ici, ce que tout le monde dit, c'est que l'argent ne circule plus au Togo. Donc ça veut dire que il y a un état au Togo tel que l'économie ne peut pas prospérer. Et moi je comprends, c'est-à-dire que il y a des grands commerçants, ceux qui sont devenus un peu aisés par eux-mêmes, quand vous les rencontrez, ils disent, ils ne mettront même plus un sou dans une brique jusqu'à ce que les élections présidentielles de 2020 ne passent. Alors, ceux qui n'ont pas trouvé l'argent par eux-mêmes, mais qui ont pillé l'État, eux aussi dans cette situation-là, ils ont mis l'argent dans les caisses Ganou Bafo, là, qu'on connaissait avant, ils les ont thésaurisés, eux aussi ne veulent pas le dépenser avant les élections. Du coup, le Togo est là, au sol, et l'argent ne circule plus. Oui, mais votre diagnostic va au-delà de ce constat, parce que je vous cite, vous écrivez que le Togo, pourtant pays riche, se trouve dans un état où les populations sont plongées dans une misère exécrable à cause du pillage des ressources, de la corruption et de la malgouvernance d'un petit clan qui a fait main basse sur tout le pays. Et plus loin, vous écrivez que tous les pouvoirs, toutes les institutions, toutes les richesses, toutes les régies financières sont aux mains d'une minorité. Mais vous ne vous laissez pas abattre. Vous dites croire au changement, à l'alternance, et vous écrivez que nous avons encore la chance de sauver les meubles si nous changeons le régime. Et pour vous, c'est ici et maintenant. Oui, moi je considère que, c'est-à-dire que c'est le moment critique où nous sommes, c'est le danger, c'est le moment critique. Je vais prendre un seul exemple. Quand vous sortez aux heures ouvrables aujourd'hui, vous ne pouvez plus circuler à Lomé. La circulation est bloquée. Pour aller faire les grosses affaires, tout cela ralentit l'économie. C'est-à-dire que je veux essayer, sur ce sujet, de moins polémiquer sur la politique. Rester sur les questions économiques, que les gens ne pensent pas que c'est des questions d'exigence de pouvoir, tout simplement. Alors que Lomé a une population d'un peu plus d'1 million d'habitants. Accra dépasse 5 millions et y va. On comprend alors le bouchon. Ça veut dire que si on a un minimum d'intelligence de développement, on peut encore corriger le socle à Lomé et dans la capitale en diviant, etc., les axes où il y a les lieux administratifs qui permettent de redistribuer la circulation pour qu'on puisse circuler. Si quelqu'un, un bon bâtisseur vient au pouvoir aujourd'hui, il peut encore le faire, on peut encore sauver. Mais si vous laissez ce qui se passe là, vous-même, quand vous venez de votre Ségbé là-bas, et, aux heures ouvrables, et que vous passez vers Atikoumé, Carrefour, Donou, tout ça, ce que vous subissez, si quelqu'un n'essaye pas de réguler ça c'est dans 3 ans, vous ne pouvez même pas passer de Ségbé à 7h du matin et arriver à votre studio ici avant 10h.
Et ça, là, le coût que c'est pour l'économie, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà un peu ces aspects-là que j'essaie d'évoquer dans mon texte pour qu'on ne croit pas que j'en veuille à quelqu'un, mais c'est-à-dire le soubassement économique qui est dans le changement, l'alternative est possible, et vous dites que c'est maintenant et pas demain. Alors le maintenant s'offre à nous, c'est l'élection présidentielle dans 3 mois. Quand on observe la classe politique, il y a ce que vous relevez vous-même. Vous relevez vous-même que dans les rangs de l'opposition, il y a vous parlez d'une avalanche de déclarations de candidatures, apparemment plus préoccupées les unes et les autres par des intérêts personnels que par une réelle volonté de conquérir et d'exercer le pouvoir pour le bien de toute la nation. Alors, dans ces conditions, maintenant, quand on vient dans les rangs de l'opposition, c'est-à-dire chez vous, comment est-ce que vous pouvez vraiment faire sentir aux autres que l'alternance est possible ici et maintenant? Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on soit sorti des élections locales le 30 juin et qu'avec toutes les grandes têtes que nous avons dans notre opposition, personne n'ait pensé faire une offre politique au peuple et que on fait encore du chacun pour soi. C'est-à-dire qu'il faut que moi aussi, mon parti, on y aille. On va chercher un petit 5%. Il faut que moi aussi, mon parti, on y aille. On va chercher un petit 10%. Pendant ce temps-là, on sait qu'en faisant ça, Faure, qui ne doit même pas être candidat, va être encore au pouvoir après 2020. Ça veut dire que, insidieusement et intérieurement, on accompagne Faure en disant au peuple qu'on est en train de lutter pour elle. C'est quand même dommage. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vécu suffit, surtout les élections locales. Moi, ce qui m'a fait mal, vous dites tout à l'heure que je suis conseiller municipal. Non, c'est pas moi qui dis, c'est parce que vous l'êtes. Ah, ok, d'accord. Excusez-moi. Ce qui m'a fait mal, c'est les élections municipales. C'est-à-dire que ça a sonné dans ma tête comme un couperet, quoi. Parce que j'avais compris que ces gens-là pouvaient voler plusieurs élections. Mais que des élections locales, on le fait avec autant de fraude et de bourrage d'urnes. C'est-à-dire qu'aux élections locales, ils ne l'ont même plus fait de manière cachée comme ils faisaient là. À visage découvert, on plie 10 bulletins, on plie 12 et on le met dans l'une. Personne n'a rien à nous dire. Et quand nous signalons ça à la Fosé dit non, ce n'est pas ça notre devoir. Notre devoir, c'est de faire en sorte que les gens ne se battent pas. Mais à partir du moment où on fraude, si les gens ne se battent pas, ne nous demandez pas, nous, de venir intervenir. Ça veut dire que si on s'était battu, on était à venir au point, c'est là où la Fosé allait faire son travail. Quand je fais tout ce constat-là, je dis, un seul parti ne peut pas se lever et dire, je vais bloquer toutes ces fraudes, toutes ces manœuvres. On est obligé d'être dans une stratégie commune. Même si on n'est pas un candidat unique, on est obligé d'offrir un projet au peuple dans une stratégie commune. Au peuple et à la communauté internationale. Quand je dis un projet, ça ne veut pas dire tout simplement, Faure n'est pas bon, moi je veux prendre le pouvoir. Non. C'est un projet, ça veut dire que nous faisons une offre aux Togolais. Une proposition de réforme, comment nous voulons que l'État soit. Et que ça soit crédible aussi pour la communauté internationale. Que ça soit même crédible pour le pouvoir en face. Le pouvoir en face doit comprendre que ces gens-là, s'ils viennent au pouvoir, ce n'est pas notre mort, ce n'est pas notre destruction, mais il y a la possibilité de changer un Togo et que nous aussi, ensemble, on va avoir un Togo nouveau, il y aura une alternance demain que nous pouvons venir construire. Mais tu ne vois sur la classe politique aucune offre pareille. On est toujours dans les Faure ne doit pas être candidat, etc. Ce sur quoi je suis d'accord. Moi, vous savez que j'ai toujours lutté pour les 2 mandats. J'ai commencé mon combat à 19 ans. J'ai travaillé pour la Constitution de 1992 et je considère que personne ne doit faire plus de 2 mandats. Mais en dehors de ça, aux ambassadeurs, vous n'allez pas vous arrêter à ça. Aux institutions financières qui accompagnent le Togo, vous n'allez pas vous arrêter à ça. Vous devez leur dire ce que vous voulez faire du Togo de demain. Et savoir comment vous pouvez vous mettre ensemble dans une stratégie commune pour apporter devant ça. Ce tableau que vous peignez, et alors que nous sommes à environ 3 mois, au moins du premier tour, est-ce que votre optimisme que l'alternance est encore possible ici maintenant? Oui, je disais dans mon texte, c'est vrai que moi j'ai essayé, je soulignais le sujet depuis juillet 2019. Dès que les locales étaient finies, je disais à ceux que je rencontrais, mes grands frères, acteurs politiques, nous devons faire une offre à ce peuple. Mais je n'ai pas été écouté jusqu'en octobre, quand les candidatures ont commencé par tomber. Mais j'ai un petit espoir. J'étais dans la diaspora en 2005 lorsque Eyadema était mort. Et je fais partie de ceux qui ont piloté le mouvement au sein de la diaspora. Je constate en faisant le point que,
en cette période-là, nous avons mis tout simplement 2 mois et demi. Et Adema était mort le 5 février. Vous savez à quelle date Faure a pris le pouvoir. Il a démissionné pour qu'on puisse réorganiser les élections. Nous avions mis 2 mois à 2 mois et demi pour mettre le régime dictatorial en difficulté. D'ici la date extrême des élections, nous avons 3 mois. Donc ça veut dire que si nous nous réveillons aujourd'hui, ce que nous avons pu faire en 2 mois et demi, on peut le faire à 3 mois et réaliser l'alternance. Moi, je n'ai pas perdu espoir. Ça, quand moi je passe je vais vous prendre un jour. Vous allez m'offrir une de vos journées. Ça peut être toi, ça peut être Diakouti. Vous allez m'accompagner une journée. Nous allons passer là où je passe. Chez mes frères, chez mes mécaniciens, etc. Il n'y aura pas un seul point où le seul fait que je descende mes vitres, que les Togolais ne viennent pas pour nous dire, Jean Kissi, et là il y a. Comment je réponds? Ça me tient à la gorge. C'est-à-dire que tu es... Non, quoi. Alors revenons, vous ne perdez pas espoir, vous pensez que d'ici... L'alternance est réalisable en 2020. Alors ce que vous n'avez pas fait, ce que l'opposition n'a pas pu faire depuis 2015, c'est maintenant dans les 3 mois suivants que vous allez réaliser cette unicité d'action pour obtenir l'alternance. Jean. Mais ce que je vous dis, avant 2005, l'opposition n'a jamais pu s'organiser. Vous vous souvenez les dernières élections qui a eu été en 2003, où Gilles a désigné Boba Kitani pour être à ces élections. Tout le monde était en l'air, comme ça, personne n'a pu s'organiser. Mais en 2005, ils ont pu s'organiser. C'est un élément. Deuxième élément. C'est dans l'urgence. Oui, c'est pour ça que je voulais évoquer le deuxième élément. Nous avons la chance que depuis 2015, bon, même si vous n'êtes pas d'accord, le climat est assez paisible. Vous avez fait des manifestations, vous avez fait des conférences de presse. Vous n'avez pas mis en chantier l'unicité d'action et c'est dans les 3 mois à venir que vous allez le réaliser. Oui, ça, je le regrette. Mais vous semblez me dire que si nous n'avons pas fait ça hier, donc nous ne devons pas faire ça aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas parler de 2015. Si vous parlez de 2015, ça veut dire que vous oubliez le Togo. Ça veut dire que peut-être vous avez une partie du truc là, vous est passé. Vous savez, avant août 2017, il n'y avait plus de possibilité qu'un parti togolais puisse appeler une manifestation et que les gens se mobilisent de manière monstrueuse. Et puis, boum, vient Tipi, et tout le monde était étonné de savoir, waouh, le pouvoir était presque tombé. Si on savait faire, en réalité, en 2000, mais tous les analystes vous diront que le pouvoir était en fait tombé. C'est par nos erreurs et nos manques de leadership que nous sommes encore dans cette situation aujourd'hui. Donc, ces éléments nous montrent que tout est encore possible. Comment est-ce que moi, je peux m'asseoir dans ma chambre et dire que tout est foutu? Tous les Togolais, donc je ne vais plus sortir de ma chambre jusqu'aux élections. Tous les Togolais qui me disent, Jean Kissi, et là, il y a. Qu'est-ce que je vais leur répondre alors? Si je perds espoir et que j'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait depuis 2015, merci, donc ce n'est plus Dieu faisable. merci que vous continuez à garder espoir. C'est une tribune de 12 pages d'imprimerie. Et comme nous avons beaucoup de sujets, on ne peut pas le vider ici. Mais sûrement, d'ici quelques minutes, quand nous allons ouvrir les antennes, les auditeurs, du moins ceux qui ont eu la chance de vous lire intégralement, ils pourront toujours vous demander de nous en dire beaucoup plus. Sans transition. Oui, Jean, plutôt Jacques. Non, je crois que je serai à la place du président Faure Gnassingbé. J'aurais nommé Jean Kissi comme ministre. Mais bon, tout juste pour dire ceci. Je crois que il a évoqué beaucoup de choses. Nous prenons le plan économique, on prend par exemple le volet politique, et finalement il a chuté vers l'opposition. Je crois que on disait tout à l'heure, c'est lui-même qui a évoqué la question de nos compatriotes qui sont par exemple à l'étranger, qui doivent également contribuer à l'évolution, à l'émergence de ce pays. Vous savez, monsieur Kissi, vous êtes très jeune, vous êtes très intelligent. Vous savez, si vous sortez par exemple tout le temps les tribunes, c'est bon, mais il faut que vous puissiez vous mettre en valeur. Vous ne pouvez pas rester comme ça, critiquer jusqu'à la fin et finalement, qu'un jour on vous retrouve peut-être avec une canne et que les gens se posent des questions, c'est qui ça? On dit que c'est Jean Kissi. Donc je crois que... je ne vais pas attendre jusqu'à canne, je vais mourir. Donc je crois que quelque part, il faut contribuer au développement de son pays. Ceci est important, mais nous sommes victimes de la richesse des sujets aujourd'hui. Je voudrais quand même que nous disions un petit mot sur cette affaire-là qui suscite encore beaucoup de commentaires, de polémiques, pour pas dire de controverses. C'est ce que le ministre Yak a appelé tentative d'insurrection armée qui est arrivée ici au Togo, à Goué et puis à Sokoré le samedi dernier.
Le Canard indépendant, il consacre un bel article à la page 7 intitulé Insurrection. Et le Canard nous fait le bilan tel que le ministre l'a présenté, à savoir 5 gendarmes qui ont été violentés, 4 fusils Kalachnikov AK-47 emportés, une dizaine de véhicules saccagés, d'importants dégâts matériels. Le ministre avait même parlé de groupes qui avaient projeté des actes de déstabilisation à partir du 23 novembre en bloquant la nationale numéro 1, en s'attaquant aux édifices de l'État, en incendiant des stations-service et résister aux forces de l'ordre par tous les moyens, avec pour intention finale de déboucher sur une insurrection armée. Et le ministre avait également dit que ces individus avaient choisi d'opérer à Lomé, à Kpalimé, à Sokodé, à Mango, Tchamba et à Nié. Voilà ce que le ministre avait dit, mais Dieu seul sait si beaucoup de critiques, voire des doutes, continuent à être émis sur la sortie du ministre. Mais la conséquence, c'est ce que l'alternative écrit aujourd'hui. Sokodé, victime de la démocrature. On parle de violence à Sokodé et à Gwezongo. Et nos amis de Central FM nous disent que à partir de 18h, Sokodé est une ville morte par la peur des citoyens devant les éléments des forces de sécurité. Jacques Diakouti, c'est un sujet auquel vous n'êtes pas indifférent. Oui, je crois que ce qui s'est passé à Lomé et à Sokodé, il faut reconnaître que c'est par manque de vigilance. Parce que le ministre l'a si bien dit qu'ils ont reçu des alertes et finalement, je crois que c'est peut-être manque de vigilance qui a créé cette situation. Et l'autre aspect également, il est important aujourd'hui que au niveau des forces de sécurité et de l'ordre, je crois que ce soit le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, vous savez ça, je ne sais pas si vous êtes une fois sorti les nuits, vous rencontrez souvent les patrouilles. Et je crois qu'il est important au niveau de ces patrouilles-là qu'on essaie de revoir le fonctionnement de cette patrouille-là. Parce que vous voyez des gens qui sont en fraction depuis 18h30 jusqu'à 5h du matin. C'est-à-dire la même équipe qui est là à partir de 18h30 et c'est à 5h du matin que ils sont relevés. Donc je crois qu'il est important qu'au niveau du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité, ils n'ont qu'à faire 2 équipes. C'est-à-dire qu'une équipe qui vient à partir de 18h30 et à 22h ou bien à 23h, que cette équipe la replie et qu'on ramène une autre équipe pour continuer cette patrouille. Parce que vous allez remarquer que souvent, quand ils sont au niveau des écoles, c'est en ce moment-là que je suis 2h, 3h, ils profitent pour se reposer. Et ils mettent par exemple une personne comme vigile et quand il y a quelque chose, c'est l'autre qui alerte. Au moment où si l'autre aussi dort, vous voyez que la plupart sont en train de dormir. Et si l'autre aussi qu'on a placé comme vigile pour alerter dort aussi, finalement, on constate que c'est à partir de là que le danger vient. Moi, le constat que j'ai fait par rapport à ces attaques, soit peut-être cette patrouille-là, des gens étaient en train de dormir parce que je ne peux pas imaginer comment des gens qui viennent avec des coupes-coupes, avec par exemple des couteaux, qui arrivent à arracher par exemple les armes auprès effectivement de ces gendarmes. Donc je crois que il est important de renforcer une fois encore cette patrouille-là pour aider ces gendarmes, aider également ces forces de sécurité de l'ordre par rapport à cette patrouille, composée de patrouilles, ceux qui vont faire de 18h30 peut-être à 1h, et essayer encore de changer d'autres à partir de 1h et à 5h du matin. Merci, on va y revenir, mais rapidement, un petit mot aussi ici, Togocom, qui est passé du giron togolais dans les mains du privé, ces privés qui ont déjà nommé leur directeur général. Et toute une polémique, des gens disent que le bureau de Achadedji Afo a été forcé en son absence, qu'il a été remercié en monnaie de singe. Bon, lui-même, il a accordé des interviews, et comme le relève l'évêque de la nation, le désormais ancien DG dit que c'est avec un sentiment d'accomplissement, de fierté, qu'il quitte Togocom et qu'il demeure militant cadre du UNI. Mais Jacques Diakouti, c'est une affaire qui fait circuler beaucoup de salive, qui fait circuler beaucoup de bruit. Oui, mais je crois que en tant que Togolais, il faut que nous puissions, que nous sachions ce que nous voulons. C'est nous qui avons toujours dit
que Togocel constituait le bras financier de UNIR. Si aujourd'hui on essaie de privatiser Togocel et qu'aujourd'hui Togocel passe entre les mains par exemple des privés, ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui c'est la gestion saine des choses. Et puis l'autre aspect, je crois qu'il faut faire la lecture de la gouvernance par exemple du président Faure. Je crois que les Togolais n'arrivent pas à cerner par exemple sa gouvernance. C'est un monsieur, quand vous l'observez, il va lentement, mais quand il veut démarrer, il va 100 à l'heure. C'est-à-dire que vous allez constater que la plupart de ces DG qu'on a dû remercier, même les ministres, vous constatez que beaucoup de compatriotes critiquaient, il est là, il ne dit rien, mais à un moment quand il se lève, vous voyez que finalement c'est des dégâts. Donc je crois que parlant de Togocel, le monsieur il a pris du temps. Et puis souffrez que on nous a parlé tout à l'heure, on nous a parlé on cherche aujourd'hui les bras valides au niveau du secteur privé. Donc je crois que Togocom pourra faire également aussi l'affaire. Donc je crois que aujourd'hui ne critiquons pas trop la privatisation parce qu'on avait toujours critiqué que Togocel constituait la banque, la vache à unir. Merci. Mais les critiques, si je les résume, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord qu'on privatise les télécommunications qui sont un secteur stratégique de notre pays. Et puis on trouve que la manière dont on a remercié Tcha Deji Afo avec tout le temps qu'il a passé là-bas et que tout ce qu'il a fait pour unir, si on doit avoir forcé son bureau, obliger sa secrétaire à ouvrir son bureau aux nouveaux actionnaires alors que lui-même est en visite à l'étranger, c'est comme si on lui manquait un peu de respect. Vous nous excusez, nous avons beaucoup pioché sur votre temps, mais maintenant nous ouvrons les antennes, une petite page commerciale et puis nous ouvrons à vous. Eh bien, nous nous ouvrons à vous, à mes côtés, Roland Diatoubé Ajaka, sur les questions de l'environnement, Jean Legrand Polorini, Jean Kissi, et puis Jacques Diakouti sur les autres questions. Les deux numéros, vous les connaissez déjà. Le premier auditeur en ligne aujourd'hui, bonjour. Monsieur Kodjo. Allô, l'ami Kodjo. Oui, je suis en ligne, bonjour. Eh bien, allez directement sur le sujet qui vous préoccupe. C'est sur ce que le ministre, la conférence de presse que le ministre a allumée sur l'insurrection. Oui. Monsieur Jean Kissi n'a pas intervenu. Je voudrais lui poser la question. Si c'est vraiment une insurrection, comment se fait-il que le gouvernement a mis ça dans les divers? Depuis lundi, je pose la question à savoir. Par exemple, dans l'affaire des incendies, on sait que il y a vraiment incendie. Sur l'insurrection aussi, on sait que les gens sont tués et sont blessés. Maintenant, on veut savoir qui a fait quoi. Est-ce que c'est le gouvernement même qui a organisé ou bien ce sont des inconnus qui sont venus attaquer à nos frères militaires? Merci. Donc, vous souhaitez avoir la lecture de Jean Kissi sur ce sujet. Jean Kissi. Parce que depuis. Oui, l'ami Kodjo, nous sommes déjà pressés par le temps. Souffrez que Jean Kissi vous réponde. Non, juste quelques secondes. Il a raison. Moi, je crois que chaque gouvernement doit avoir un porte-parole. Parce que ce qui a été dit par le ministre Yark est assez grave sur un sujet. Parler d'insurrection, mais c'est-à-dire que ça veut dire que vous mettez le pays par rapport aux opérateurs économiques dans le sillage d'un pays qui n'est plus fréquentable. Quel investisseur va venir jeter son argent dans un pays où il y a de l'insurrection? Donc moi je considère que tentative d'insurrection. Mais même le mot est très fort. Ça, vous savez ce qu'on appelle une insurrection? Prenons encore le dictionnaire et vous allez voir. Et puis l'effet politique de ce qu'on appelle une insurrection dans une situation aujourd'hui où le Burkina est attaqué, le Mali est attaqué, et nous tous on se dit, oh, doucement, doucement, doucement pour les autres pays de la sous-région, un événement comme ça se passe et il parle d'insurrection. Je pense qu'il y a une mauvaise communication à ce niveau-là. Et le deuxième élément, moi, qui m'inquiète, et le pouvoir doit tirer toutes les leçons, quand vous êtes dans un pays où l'État et les services de sécurité, ils sont arrivés à un niveau où les populations ne les croient plus, c'est la porte ouverte à toutes. Parce que vous pouvez être la plus grande armée du monde.
Si vous perdez la confiance de votre population, votre porte est ouverte. Merci Jean Kissi de faire court. Et nous prenons en ligne l'ami Philippe. Bonjour. Bonjour, M. Sass. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Ma question va à l'endroit de M. Kissi. C'est pour lui poser la question de savoir. Le gouvernement leur avait laissé la parité de la CENI et ils n'ont pas saisi l'opportunité. Si aujourd'hui les élections se passent ici sans la présence de l'opposition à la CENI, vont-ils accuser du gouvernement de dictatorial ou bien de sévère? Merci Philippe. Souffrez que Jean Kissi vous réponde directement et de façon brève lui aussi. Oui, directement, de façon brève, de manière honnête et de manière chrétienne. Je dis un mea culpa pour le comportement que nous avons eu par rapport au 8 de la CENI que nous n'avons pas eu. Et ce mea culpa, je le dis à l'intention des Togolais, des organisations de la société civile qui nous ont soutenus, et surtout du groupe des religieux qui est allé voir Nana Akufo-Addo à la veille qu'on nous a reçus avant les élections. Moi, j'ai le courage de dire, mais on a fauté. Et je dis mea culpa. En tout cas, c'est pour moi. Je ne parle pas pour les autres. Je ne veux accuser personne. Nous savons comment c'est arrivé, mais je parle pour moi. Merci. Les politiciens doivent avoir le courage aussi de parler honnêtement. Politique ne veut pas dire tout simplement avoir des langues mielleuses tout le temps. Merci. Jean Kissi, l'ami Lamboni en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, c'est pour parler de ce problème qui s'est passé à Goye. Oui, allez-y. Oui. Parce que quand on dit on ne croit pas, parce qu'on dit qu'il y a un soldat qui était au service à la banque. Si on peut dire aux autres qu'on a dit de ne pas tirer, celui qui aussi à la banque aussi est interdit de tirer, de se défendre. C'est pourquoi on ne peut pas croire à tout ça là. Moi, j'ai à Dakar, mais les gens disent qu'ils ont fait ça. Merci. Jean Le Grand Polorini, l'ami Lamboni qui dit que lui ne croit pas à la version servie par le ministre Yak. Il s'étonne que le militaire de faction devant la banque n'ait pas pu tirer sur les individus qui étaient venus l'agresser. Donc, pour lui aussi, il dit que ça dit que c'est eux-mêmes qui ont monté ça. Oui, ça. Bon, nous tous, nous avons été un peu étonnés, mais je ne dirais pas que le ministre a menti. Mais il y a des zones d'hommes que nous tous ne comprenons pas. Difficile qu'un homme armé de gourdins et machettes puisse attaquer un homme armé et que celui-ci ne puisse pas riposter. À moins vraiment, comme Jacques le dit, à moins qu'il dormait. Voilà. Ce qui serait encore grave. Est-ce qu'il y a cette base-là vraiment? Non, restons dans des choses cartésiennes. Ok, d'accord. Merci, l'ami Zizig. C'est ça votre nom? Oui. Bonjour. Je voudrais poser des questions à M. Jean Kissi. Allez-y rapidement. D'abord, je voudrais inviter à tous ceux-là qui veulent manifester à cette fin d'année. Je leur dis que nous en avons assez dans ce pays. Vous voulez poser des questions à Jean Kissi, non? Oui. Allez-y directement avec la question, si vous voulez. Oui. Bon, par rapport à la question, d'abord, pour dire aux autres là de ne pas manifester à la fin des fêtes, de laisser après janvier, ils peuvent manifester pour permettre aux affaires, aux hommes d'affaires, aux commerçants de faire les activités pour que l'économie puisse être un peu florissante. Merci. Ça vous l'avez déjà dit. Maintenant, votre question. La deuxième question, je voudrais demander à M. Jean Kissi de savoir, lui, il est un croyant devant Dieu. Est-ce qu'il sait réellement que l'échec de ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'appel à la non-participation aux élections législatives de 2018 qui a conduit Jean Kissi a déjà fait publiquement un mea culpa dans leur l'ami Cézé, Jean Kissi s'est publiquement confessé en son propre nom sur cette question-là. Le suivant, Kolani, bonjour. Bonjour mon frère. Oui. Je salue le plateau. Vous avez surtout votre frère Jacques Jacouti ici. Ouais, Jacques Jacouti, lequel la ninja? La sienne. Ok. Monsieur Sass. Oui. Jean Kissi vient de dire quelque chose qui est important. En disant que quand vous quittez votre maison, là, plus tard, il y aura l'embouteillage et consort. Mais le problème est déjà résolu par les élections locales. Vous voyez. Mais seulement ces élections locales ont été politisées. C'est tout notre problème. Sinon, si les élections, là, on avait interdit les politiciens d'y s'y mettre et on a cherché les bâtisseurs, comme il est en train de le dire, qui étaient ces élus locaux-là, vous devez voir comment le peuple, le Togo devait vivre. Mais quand ces élus-là sont politisés,
c'est fini, on est parti pour des années encore. Hein? Mais l'ami Kolani, un peu partout dans le monde, ce sont les politiques qui vont aux élections locales, qui sont la tête des mairies. Allez-y voir le Ghana ici à côté là. Oui, mais il y a le Ghana, mais il y a aussi la France, il y a aussi l'Allemagne, les États-Unis, où ce sont les politiques qui sont la tête des mairies. Ne comparez pas des États qui ont bâti d'abord. Aujourd'hui, exemple au Togo ici, c'est parce que nous avons le problème avec ce régime et là, les élections ne sont pas transparentes que nous demandons ça. Pour que les gens se prennent à la base. Il vient de dire quelque chose, qu'on a bourré des urnes. On a eu la chance que même la Cour suprême là a invalidé certaines élections. Mais aujourd'hui, si on avait ces élections locales là qui étaient vraiment passées sans les politiciens, vous allez voir que les élections qui vont venir, c'est les maires qui devaient organiser ces élections. L'équipe devait rester au niveau des mairies. L'ami Kolani, je ne sais pas trop. Selon le code électoral, c'est la CENI et ses démembrements qui organisent les élections. Mais monsieur Sass, quand je parle là, il faut qu'on s'initie. C'est pas parce que le code électoral est comme ça que je suis en train de parler qu'il ne faut pas changer. J'ai demandé qu'il faut qu'on change. C'est toi et moi qu'il faut qu'on change. Parce que le pays nous appartient, on a un problème. C'est ce qui nous retarde là. C'est quand on a des problèmes, il faut changer. Merci. Je ne veux pas garder beaucoup l'antenne, mais sinon, si on change le code électoral, vous allez voir ce qui va se passer. Puisque jusqu'à preuve du contraire, les Togolais n'ont pas confiance en eux-mêmes. Merci. Sauf que quand il faudra changer le code électoral, c'est encore les politiques au niveau de l'Assemblée, en passant par le gouvernement. Mais je suis heureux d'avoir votre contribution. L'ami Dogbe en ligne, bonjour. L'ami Dogbe, bonjour. Peut-être fatigué d'attendre, il est parti. Nous nous excusons. C'est le jour des excuses aujourd'hui. Jean Kissi qui se confesse publiquement. Nous aussi nous excusons auprès de ceux que nous n'arrivons pas à faire entrer en ligne. Sylvain Agbaï, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Et je voudrais poser une question là. Allez-y. Le jour du point de presse de monsieur le ministre là. Oui. Est-ce que le ministre a dit que c'est les partisans de PMP? Non, le ministre, je n'étais pas à la conférence de presse, mais Jacques Jakouti, le ministre avait parlé d'individus armés en noir. En noir. Il ne les avait associés à aucun parti politique. Non, merci. Même si Jacques n'est pas là, nous allons le critiquer pour ce que nous lui reprochons, mais ne pas dire en son nom ce qu'il n'a pas dit lui-même. Allô, Joël? Oui, bonjour, monsieur Sass. Bonjour. Bien, je voudrais commencer mon propos en disant que tout est changeant quand même dans la nature humaine et dans la vie d'un humain. Pour dire que le député Jean Kissi a touché du doigt un problème réel. Aujourd'hui, si nous sommes là à ne pas vraiment croire aux actions de l'opposition, c'est parce que l'opposition n'offre rien de concret au peuple. Sinon, vraiment, tout le monde a soif du changement, mais quand nous allons changer, nous irons vers qui? Nous irons vers quoi? Donc c'est là où nous attendons beaucoup l'opposition. Qu'est-ce qu'elle a à nous proposer aujourd'hui? Sinon, tout le monde veut le changement, comme tout est changement dans la vie humaine. Voilà, je vous remercie. Merci. Jean va vous répondre à la fin de cette émission. Monsieur Combaté, oui, les MOBA sont à l'honneur aujourd'hui. C'est parce que Jakouti est ici. C'est intéressant. C'est à propos de l'insurrection. Oui. Ben, ça me fait peur. Moi, je suis dans une brousse, mais j'ai peur. Vous êtes où? Je suis retraité, je suis dans une brousse, mais j'ai peur. Votre brousse là, c'est où? Non, j'arrive. Ou bien vous avez peur? Pourquoi je dis ça? Parce que oui. S'il y a un plan national de développement, programme national, pardon, de développement, et qu'il y a une insurrection, je me demande si ça ne va pas vers un programme national de destruction. Parce que ça risque de faire peur au monde. Bon, voilà, je suis à découper. Soyez rassurés, aucune insurrection armée ne viendra vers vous, comme partout d'ailleurs au Togo. Bon, ce n'est vraiment pas pour moi-même que je me plains, les jeunes. Merci, monsieur Combaté. Vivement que le gouvernement qui se bat pour trouver les financements au PND ne peut pas lâcher des choses qui ne rassurent pas les opérateurs économiques. Surtout qu'il y a des gens, on l'a déjà dit, Jacques, vous vous rappelez, il y a des gens qui disaient déjà que l'argent... Les gens n'aiment pas le bruit. Ok, donc nous disons ça à l'endroit du gouvernement.
Non, je crois que vous avez raison, ça. Oui. Vous avez pleinement raison. Il est important aujourd'hui que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Et nous rassure surtout. Justement. L'ami Joseph, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, ça, comment vous allez? Ça va, vous nous suivez? Bonjour au plateau et surtout bonjour à Jacques. Jacques Lacouti. Oui. Oui, ma question va directement à lui par rapport au Haut Conseil de la diaspora qui a été créé. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Oui, il parlait d'une fondation. Oui. Mais tel que les témoignages pleuvent de part et d'autre, et par rapport à ce qui a été fait, mais j'aimerais demander à Jacques, et aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons comme les moyens de communication, on peut parler de l'ordinateur aujourd'hui, mais faut-il faire encore une fondation qui risque de s'écrouler après? Merci et bonne journée. Merci. Jacques Diakouti, la fondation du HTCE, est-ce que c'est du béton armé ou bien c'est sur du sable? Non, je crois qu'il faut quand même commencer une fondation. Je crois qu'une fondation, c'est avec le ciment. On ne peut pas prendre le sable sur maille et commencer par créer une fondation. Je crois qu'il ne faut pas que les Togolais soient quand même sceptiques par rapport à certains sujets. Il faut toujours être optimiste. Je crois que le député qui s'y a avancé beaucoup d'idées, je crois que c'est des idées qu'on peut exploiter pour faire avancer effectivement ce haut conseil-là. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui sont des génies, qui font beaucoup de choses. Je crois que il faut, avec l'aide également du ministère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la coopération avec le ministre surtout des Affaires étrangères, il est important que lui-même il fasse également un pas vers ces compatriotes-là pour leur rassurer et leur dire, comme j'avais dit au début, que ce haut conseil-là, c'est pas pour filtrer les gens et les arrêter, mais c'est plutôt le développement de notre pays. C'est ce qui est important pour nous. Merci. Jean Kissi, en même temps, votre conclusion, puisque nous sommes à la fin de l'émission, il y a un auditeur qui... Vous avez laissé un certain nombre de questions en suspens. Oui. Je voulais revenir dessus. Je ne sais pas pourquoi vous-même vous continuez par utiliser le mot d'insurrection. Parce que ça rentre dans le langage et ça rentre dans la tête des gens. C'est un incident dangereux. Nous, les journalistes, nous citons toujours la source et les propos que la personne a tenus. Oui. L'auditeur me disait qu'il ne faut plus faire les manifestations avant les fêtes. Moi, là, c'était Cézine. Voilà. Je voulais lui dire qu'ils ont fait une seule manifestation de Front Citoyen Togo Debout. Mais le problème de peur sur la ville ou sur le pays qu'il y a, ce problème ne permet pas aux gens de vendre. Les dames ont peur. Les dames dont on a déjà brûlé le marché et qui ont commandé des choses de Dubaï, de Chine, etc. Quand vous utilisez un mot explosif, insurrection, vous déversez des militaires dans la ville. Hier, je prenais l'ancien UAT là, Sounou Assurance, pour aller vers la radio. Et radio-télévision togolaise. Et on bloquait tout le monde. Des militaires ont fouillé les véhicules et bizarrement, on ne vous demande pas les pièces, mais on vous demande carte d'identité. Donc ce n'est pas la pièce du véhicule. Comme si quelqu'un venait prendre la radio ou la télévision. Bon, personne ne sait ce qui se passe dans le pays. Le pouvoir lui-même crée une psychose qui va enterrer le reste de l'économie que nous avons encore. Ça n'a pas de sens ce qu'ils font là. Voilà, moi je voulais dire par là pour dire que non, ce pays a besoin, compte tenu de tous ces éléments-là, d'un véritable dialogue qui crée finalement la confiance pour qu'on puisse évoluer. Merci Jean, vous allez préparer votre conclusion définitive. Le temps qu'on fasse un rapide tour de table avec Jean Legrand pour l'URINI. On n'a pas eu le temps de discuter de ce sujet qui est quand même important. Vous parlez de l'éducation togolaise que vous trouvez en péril, imposition des travaux dirigés aux élèves, et pour vous, c'est là un nouveau business des enseignants. Oui, d'abord il faut dire que je n'ai rien contre les enseignants, parce que beaucoup m'ont écrit pour me demander pourquoi j'ai mis les enseignants à la une, mais nous avons quelque chose contre cette pratique qui perdure depuis quelques années et qui est en train de s'installer progressivement dans toutes les écoles. Vous voyez aujourd'hui, les élèves vont à l'école, mais constamment les mercredis soirs, les samedis et parfois même les dimanches, on dit aux parents qu'il y a TD et que les élèves doivent venir. Et tenez-vous bien, ce n'est pas des TD gratuits, c'est des TD payants. Ce qui fait que des TD payants, des enseignants qui les tiennent durant toute la semaine, des TD qui ont cours au sein des écoles. Au sein des écoles, je vous dis. Et banalement, un parent dépense 2 à 3 000 francs par semaine, sans oublier qu'il a déjà payé le collège pour son enfant. Et pour obliger subtilement les élèves à venir, vous voyez, 2-3 fois quand un élève ne vient pas, après les autres élèves lui disent, mais l'épreuve qu'on a traitée avant d'hier, c'est ça qui est revenu à l'examen. Il y a des théorèmes au devoir. Des théorèmes qu'on n'enseigne pas pendant le cours, mais seulement pendant les TD, on enseigne
ces trucs aux élèves. Et aujourd'hui, les parents se plaignent. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de parents qui m'ont écrit pour me dire félicitations pour cet article. Vraiment, tu es en train de nous sauver parce que nous n'en pouvons plus. On paie les collages et chaque mois, il faut encore dépenser entre 15 et 20 000 pour cet TD. L'enfant n'est plus à la maison, n'a plus du temps pour lui-même. Les exercices de maison, les devoirs de maison ont été substitués par les TD. Et dès que vous ne venez pas au TD, soyez sûr, votre enfant n'aura pas une bonne éducation. C'est pour dire en quelque sorte que l'éducation est en péril. Si un enseignant qui est recruté, qui est payé à la fin du mois, ne peut pas donner un bon cours, et il faut un TD payant avant que l'enfant ne vienne, c'est compliqué. Et ceci se fait sous le regard complaisant des directeurs d'établissements privés. Parce qu'en réalité, c'est devenu un second salaire pour ces enseignants qui, la majorité, sont mal payés. Et les fondateurs font semblant de ne pas voir. Et chacun dans son coin, tu prends ton argent, bon, tu te gères avec les TD, même si je ne te paie pas beaucoup. Et je ne peux rien dire parce que je ne te paie pas suffisamment. Et en même temps, il y a l'État qui est silencieux. Le phénomène est en train de perdurer. Il faut vraiment que l'État tape du poing sur la table. On ne peut pas abandonner l'éducation privée seulement au privé, mais il faut avoir un droit de regard parce que on risque de monnaie finalement la connaissance. Merci, et ce n'est pas bien. Jean le Grand Polorini, cet article qui devrait intéresser et les élèves, et les enseignants, les parents et également les autorités en charge de notre éducation nationale. Vous avez la parole et vous la gardez pour votre carton de fin d'émission. Je n'ai pas vraiment de carton, juste un coucou à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux. Il y a de l'espoir, ne perdez pas espoir, Dieu est au contrôle. Merci beaucoup. Roland Diatoubé Aziaka, les auditeurs se regrettent que vous n'intervenez jamais sur des questions politiques. Ah bon? Tout est politique. Moi, je fais ma politique avec la politique environnementale. C'est ce que les gens doivent savoir. C'est pas politique de chaise, mais moi, je fais la politique de développement. Mon dernier mot, je voulais juste dire que dans nos communications, ça c'est bien, c'est sorti. C'est la manière dont nous communiquons sur certaines choses. Par exemple, nous parlons de la PND et nous voulons un climat de sécurité. Donc, si le mot insurrection et tout ce qui va avec, nous devons modérer parce que aujourd'hui le Togo est devenu un pays de carrefour, des grandes rencontres. Les étrangers viennent dans le pays. Il faut savoir comment nous communiquons. Jacques Diakouti, beaucoup de un impératif. Jacques Diakouti, les gens me demandent pourquoi vous ne venez pas souvent au club de la presse. Bon, vous savez, il faut laisser aussi la place aux jeunes pour pouvoir s'exercer. Mais je voudrais inviter, par exemple, pour lancer un cri de cœur pour les collaborateurs du chef de l'État, parce que, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez nos hôpitaux de Lomé jusqu'à Dapaon, les scanners ne fonctionnent pas. Quand il y a un accidenté, aujourd'hui, sauf la clinique Biassa. Qui est privée. Il y a un scanner. Et c'est pas gratuit. C'est pas gratuit aussi. Vraiment, c'est un cri de cœur. Nous invitons les collaborateurs du chef de l'État. Il faut vraiment qu'ils agissent rapidement. Sinon, c'est pas bon pour notre pays. Au moins les grands centres hospitaliers, nationaux et régionaux. Bien sûr. Ça, j'ai pas donné mon carton. Hein. Oui. Mon carton, c'est vert, je donne ça à Kissi, qui ouvertement vient de reconnaître et a fait mea culpa au peuple togolais. Parce que des fois, nos politiciens ont le devoir. Et un auditeur également lui tire chapeau pour ce courage-là qu'il a de faire ce mea culpa publiquement. Jean Kissi, oui. 60 secondes. Oui, 60 secondes. Peut-être permettez juste pour que je lise une partie comme conclusion. Je disais quelque part dans ma tribune que j'interpelle ici mes aînés, car il y a péril en la demeure. Le combat dans lequel nous sommes engagés est un combat pour sauver le Togo. Ne faisons pas du, je cite, chacun pour soi, ou du, c'est nous le plus fort de l'opposition. On ne va pas à une pareille compétition avec pour objectif inavoué d'être le meilleur des récalés. Voilà, c'est sur ça. Merci, j'ai plaisir à vous retrouver. Je constate que même si vous n'êtes plus député, même si vous ne parlez pas en votre qualité du membre dirigeant du CA, vous avez toujours la verve avec ce que vous dites. Les uns peuvent apprécier, les autres encore moins. C'est ça aussi la démocratie. Merci à vous, Jean Kissi. Merci à Jacques Diakouti qui a drainé tous les mombas derrière lui aujourd'hui dans ce studio. Jean le Grand Polorini, Diatoubé Roland Aziaka et vous qui nous avez écoutés un peu partout. Nous vous souhaitons bon week-end et nous pensons vous retrouver encore très nombreux le lundi prochain si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.